à vous pour votre fidélité à notre magazine Question électorale. C'est votre magazine qui vous parle comme ça des élections. Vous le savez que nous sommes en République démocratique du Congo. Donc la population congolaise a pris comme ça l'habitude d'élire leurs dirigeants et c'est comme ça, c'est parti déjà. Nous sommes au 4e cycle électoral et les trains de la CENI est déjà en marche. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons donner la parole à un expert, un philosophe qui va essayer de commenter avec nous, de parler en soit de la corruption, comment lutter contre la corruption, les antivaleurs, parce que vous savez, à chaque fois qu'il y a publication des résultats des élections en RDC, on crie toujours à la tricherie. Qu'est-ce que la CENI doit faire? Alors nous allons donner la parole à M. Olivier Sambaye. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame, et merci de l'invitation. Ok, madame, monsieur, monsieur Olivier Sambaye, il est le coordonnateur du cercle axiologique. Du nouveau, à Kinshasa, en RDC, c'est quoi encore? C'est le cercle axiologique. Oui, comme vous l'avez dit, du nouveau, ça ne peut être que nouveau parce que le concept d'abord est inconnu de beaucoup. Axiologie, c'est l'ensemble des normes, l'ensemble des valeurs au sein de la société pour la bonne organisation, la bonne façon d'organiser les choses. Et quand le cercle axiologique est créé comme ASBL, c'est avec visée de réunir tout le monde, tout Congolais autour des valeurs. Non seulement Congolais, mais l'humanité tout entière, parce qu'aujourd'hui nous sommes en crise des valeurs, crise des vertus dans tous les domaines de la vie. C'est ce qui retarde les développements, surtout des pays en crise de développement. Et parmi ces pays-là, on compte bien la RDC, moi, Congolais, et je pense que je peux contribuer aussi en tant que philosophe. Je joue le rôle de philosophe. Ma responsabilité sociale, c'est aussi d'interpeller, de sensibiliser et de crier contre les antivaleurs en vue d'avoir des personnes vertueuses au sein de la société. Ok, alors vous avez du pain sur la planche, ça il faudra le dire, pour ne pas dire que c'est une société qui est déjà corrompue, mais ça existe depuis quand ces cercles? Le cercle existe depuis une année déjà, mais c'est depuis 2012. On a eu une très longue période de trêve. La motivation nous est revenue l'année passée et nous avons commencé avec des activités de grande envergure, des conférences qui sont organisées. Récemment, on a tenu une conférence avec l'IGF et l'APLC. C'est dans le cadre des sensibilisations contre la corruption et les détournements, bref, les antivaleurs. Parce que nous considérons détournement, corruption comme principale antivaleur qui retarde le développement de la société. Okay, il faut qu'on sensibilise au travers de la parole. Les écrits sont là. On compte des centaines, des milliers de pages qui sont écrites pour sensibiliser la société, mais peu sont ceux qui lisent. Or, lorsque nous passons dans des conférences, ça a un impact très, très positif de la part des participants. Les participants au nombre de 200, ils sortent complètement transformés parce qu'ils puisent quelque chose d'intéressant au cours des conférences. Pourquoi l'aspect est mis en place, c'est pour sensibiliser contre les antivaleurs. Ok. Alors, vous sensibilisez la population, déjà, c'est déjà un pas. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un feedback? Feedback, il y en a. Il y en a parce que parmi les actions de l'ASBL, il n'y a pas seulement la sensibilisation, il y a beaucoup d'activités, parmi lesquelles il y a la formation sur l'entrepreneuriat. Parce que dans les valeurs républicaines, il y a patriotisme et nationalisme. Il y a aussi des valeurs que nous devons infuser au sein de la société. Non seulement lutter contre, mais on travaille aussi dans le sens d'infuser les valeurs au sein de la société. Et on parle aussi de la corruption. Nous n'avons pas de valeurs entrepreneuriales. Et l'ASBL donne des formations sur l'entrepreneuriat. L'ASBL organise des formations leadership. Et l'ASBL va commencer dès l'année prochaine par un module de formation qui n'a jamais existé, éthique et responsabilité. Parce que la philosophie morale n'a pas été enseignée dans ces pays. Quand on parle du civisme, moi j'enseigne l'éducation à la citoyenneté à l'université. Mais c'est un cours de politique où on définit seulement les formes de la politique. Et c'est quoi la démocratie? On donne des définitions. Mais on n'oriente pas l'étudiant, on n'oriente pas l'apprenant vers les actions éthiques partant des principes moraux qui existent. C'est la raison pour laquelle je veux organiser une série de formations dénommées éthique et responsabilité. Ça entre cela dans la mission de l'ASBL, offrir à la société des personnes vertueuses. Si les chefs d'État, les deux,
l'ancien et l'actuel se sont plaints, l'un de n'avoir pas 15 bonnes personnes pour développer la société, l'actuel s'est plaint l'année passée de n'avoir pas la bonne coordination, et pourtant il est entouré de techniciens, des personnes hautement intellectuelles. Des technocrates. Je vous dis, des techniciens dans leur domaine scientifique, et qui entourent les chefs d'État. Mais qu'est-ce qui les bloque alors, puisqu'ils sont l'ancien et l'actuel. Oui. Vous prenez par exemple le technocrate ministre de la communication. Il a fait la communication à l'université. C'est son domaine. Il a pratiqué la communication journaliste. Il est ministre de la communication. Mais vous voyez que ce sont des personnes qui ont des compétences techniques très avancées. Mais si, à tous les niveaux, les développements tardent à venir, simplement parce qu'il manque quelque chose de très important. Et c'est quoi? C'est la dose éthique. L'éthique voudrait que l'on agisse avec beaucoup plus de responsabilité morale, qu'on considère, parce que c'est l'action républicaine, qu'on soit imprimé des valeurs républicaines, notamment le patriotisme et le nationalisme. Alors l'ESBEL va aussi sensibiliser dans ce sens-là pour que les acteurs politiques soient remplis du nationalisme et du patriotisme afin de respecter ce que j'appelle la téléologie de l'agir politique. C'est-à-dire la finalité dans l'action politique, c'est d'offrir à la population le plus grand bien. C'est de travailler pour la population, non pour soi-même. Parce qu'on dit, je suis à la gestion de la chose publique. La gestion de quoi? De la chose publique. Qui ça appartient à l'État. Qui appartient au public, à la population. Mais en fait, c'est pas ce qui se passe. Ça ne vous appartient pas. On arrivera, on va essayer d'analyser comment nos politiques battent campagne. On va en parler aussi au cours de notre émission. Donc, vous avez un grand travail. Un grand travail du pain sur la planche, mais je pense, avec l'ASPEL, qu'il faut saisir seulement l'élite. On se limite là. Moi, et les Congolais moyens, j'ai saisi l'élite. Je vais vous expliquer parce que l'élite a de l'influence extraordinaire vers la population. Quand je parle élite, je fais aussi allusion aux acteurs politiques, les responsables des partis politiques. Imaginez combien sont dans des partis politiques. S'ils sont transformés, ils vont donner des ordres à la base. Et la base va suivre. Nous avons des ministres qui sont comme des parents, des gestionnaires de la chose publique, bourgmestres, chefs de quartier, je ne sais pas, que sais-je encore. Ce sont comme des parents. Et la psychologie explique noir sur blanc que quand on parle des comportements, l'enfant copie les comportements de son parent. Et les gestionnaires de la chose publique comme parents... Ça sera facile parce que ces gens, ils seront flexibles. C'est ça le problème. Est-ce qu'ils auront le temps de vous écouter? Est-ce que votre voix sera entendue? C'est ça aussi le problème. La stratégie de l'ASBEL est définie. Et nous savons comment on va faire pour les atteindre. Parce que quand on va organiser les conférences, on ne les fera pas par nous-mêmes. On va sélectionner des personnes au sein du gouvernement au sein de ces régimes, qui sont éthiquement très avancées. C'est vraiment pour lequel je prends le cas de l'IGF. Les inspecteurs de l'IGF sont des inspecteurs intègres. Et l'intégrité ne se négocie pas. L'inspecteur Gilles Alinguet le dit très souvent. Au sein de l'IGF, l'intégrité ne se négocie pas. Alors, je ne sais pas, depuis qu'il est là, depuis qu'on parle de l'IGF comme jamais auparavant, si vous avez déjà entendu parler d'un inspecteur véreux. Non. On n'en a pas Jusque-là, encore. non. Jusque-là, non. Alors, si on fait la transposition du climat éthique de l'IGF vers l'administration publique, je pense que ce pays va se développer. Parce qu'ils sont intègres, ils veulent à ce qu'on ne corrompe pas, qu'on ne détourne pas. Ils sont transformés positivement dans ce sens-là. Et si tout le monde emboîtait les pas, ça sera une bonne chose. On aura des personnes vertueuses à la gestion de la chose publique. Il y a des efforts qui sont fournis, et ça c'est alloué. Et le chef de l'État est plus que déterminé à lutter contre la corruption. Les textes existaient depuis longtemps. C'est l'article 15 de la Déclaration des Nations Unies qui définissait la corruption, qui ordonnait à ce qu'on mette en place une structure qui lutte contre la corruption. Mais les chefs de l'État actuels, on a aussi le cercle axiologique qui accompagne. Le cercle axiologique, c'est la société civile. Mais déjà au niveau du gouvernement, il y a des efforts. On met APLC, on met IGF, la CNRF existe depuis longtemps, mais vous avez, le chef de l'État l'a dit dans son discours, task force qui sera mise en place, où on aura CNRF, APLC, IGF, toujours dans les cadres de sensibiliser contre la corruption. Alors, ces efforts-là, nous allons les accompagner parce que ces structures-là concernent beaucoup plus l'administration publique, les entreprises, etc. Mais la population, l'élite tout entière. Donc, c'est votre cible en tout cas. C'est notre cible, c'est pourquoi les conférences sont organisées. Ils sont là, ils viennent. Et certains fonctionnaires, hauts fonctionnaires, parfois, ils prennent part à la conférence.
Et on ne va pas se limiter, on fait la conférence et c'est tout. L'ASBL fait suivre des mémos après les conférences. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des futurs gestionnaires de la chose Donc, publique. vous allez faire quoi? Vous allez primer ces gens-là qui vont se distinguer ou quoi? On ne va pas primer des gens qui vont se distinguer. Oui. Nous allons donner des formations diplômantes. Des personnes qui accepteront, qui vont faire une sorte de serment de rester vertueux toute leur vie. Parce qu'à chaque fois ils vont prêter serment. Je dis une sorte de serment. C'est vraiment une sorte de serment. Je donne la formation. Parce que moi qui vous parle, j'ai fait un effort d'être exemplaire. Parce que je suis exemplaire. C'est ça qu'il faut être vraiment un modèle. Hein? Un modèle pour transformer aussi les autres. Sinon, tout ce que j'ai fait serait voué à l'échec si je ne suis pas éthiquement responsable dans tout ce que je pose comme acte. En tant que philosophe, je connais la valeur de la philosophie et je vais insérer la philosophie dans l'existence humaine. La formation dénommée éthique et responsabilité. C'est un module que je crée en tant que philosophe. J'enseigne à l'université, ça ne se limite pas là. Je vais étendre cela à tous les niveaux de tous les membres qui vont adhérer au cercle axiologique. Ça commence l'année prochaine. La formation sur l'éthique et la responsabilité, on vous donne un document à la fin, certificat ou brevet, selon la dénomination. Et là, il y a des mots qui seront écrits. Et vous allez prêter serment. Signé. Je jure. Je jure de rester vertueux. Et là, quand vous serez dans les affaires... Ça sera quoi votre soubassement? La Bible, la loi? Non, pas la Bible. La Bible est spirituelle. La Bible n'est pas un document d'éducation civique et morale. Il y a la justice certainement, dans la Bible. certainement l'éducation civique et morale dans la Bible. Mais on va beaucoup plus parler sur les vertus. Parce que la religion chrétienne est beaucoup plus inspirée d'un courant philosophique qu'on appelle stoïcisme. On n'est pas là pour en parler. Et puis, ce genre de formation fait en sorte qu'on travaille sur l'appareil psychique de la personne qui prend la formation. En tant que philosophe, nous connaissons ce que c'est que la psychanalyse, ce que c'est que la psychologie. Nous savons choisir des mots qu'il faut pour toucher directement le mental de la personne qui écoute. L'ASBL fait la pastorale républicaine. On prend la République démocratique du Congo comme une brebis. Vous êtes maintenant des bergers. Non, des bergers de la République. On fait en sorte que la République ne se dévoie pas. Et la République égale citoyen. Sans citoyen, pas de République. Et les citoyens doivent être transformés. C'est la raison pour laquelle, comme nous parlons des valeurs, il y a des valeurs républicaines, patriotisme et nationalisme, il y a aussi des valeurs démocratiques. Très bien, M. Olivier Samba, je vous encourage parce que vous avez une grande vision et je pense qu'à l'horizon 2030, on aura de personnes vertueuses dans notre société. Vous êtes allé très loin parce que moi, j'ai déjà la liste des 100 personnes. 2000 combien? On y va. J'ai déjà la liste des 100 personnes vertueuses. Déjà? Domaine de justice. Je connais des magistrats. Mais il faut toujours publier. Non, toujours primer. Oui, primer pour servir d'exemple aux autres. On y va crescendo. Moi, j'ai la liste des chefs. L'ancien chef de l'État cherchait 15 personnes. Et vous avez trouvé au moins 100? Moi, j'ai déjà 100 personnes. Dans mon carnet, j'ai 100 noms. Des personnes vertueuses. Y compris vous-même. Bon, je ne peux pas parler de moi, je tomberai dans ce qu'on appelle en français la fatuité. Il y a une personne qui m'a écrit simplement parce qu'il n'est pas encore nommé. Il suffit, paf, de nommer M. Olivier, ministre de la Jeunesse. Vous allez voir comment il va plus parler de la vertu. Hein. Oui, c'est une mentalité que je considère comme antivaleur. Et c'est une antivaleur psychologique que je dénommerai pessimisme exacerbé. Ah bon, c'est trop technocrate. Les gens descendez un peu. C'est une antivaleur. Pessimisme exacerbé. La personne qui pourrait déclarer, voilà, il est en train de le dire parce qu'il n'est pas encore nommé. Il est nommé là, il va changer d'avis. Cette personne-là ne croit plus au changement. Pour lui, il ne faut même pas fournir d'efforts. Parce que s'il faut être nommé, je ne veux pas créer l'ASBL. J'ai été en politique, cadre d'un grand parti politique de ces pays, je ne suis pas là pour en parler. S'il faut faire de la politique, je sais comment je vais faire. Je connais les rouages politiques. Il suffit de chercher un parti qui est déjà positionné au pouvoir. J'adhère comme haut cadre. Et je donne mes cotisations, mon cher, parce que les moyens ne manquent pas pour prendre l'adhésion comme haut cadre, comme pour participer directement au bureau politique et donner des avis et considérations de telle sorte que vous soyez directement nommé aux fonctions politique. Ok, là, vous avez pu parler de vertu. Là, je suis venu travailler pour ma famille et non pour la nation. S'il faut faire la politique, je le ferai dans ces sens-là. Mais là, je suis en train de parler des vertus en tant qu'ASBL. Mais vous verrez que dans la stratégie de l'ASBL, déjà à partir de l'année prochaine, parce que je travaille aussi sur la logique prospective, nous allons travailler sur l'objectif quinquennal. D'ici en 2027, on doit avoir des personnes vertueuses au sein du pays. Qu'est-ce que je vais faire? 3 axes. Il y a l'axe formation.
où nous avons la formation des étudiants, des futurs cadres de ces pays. Ils vont prendre des formations sur l'entrepreneuriat. Quand vous êtes étudiant, vous êtes membre du cercle axiologique, je vous oriente, je vous transmets ce que moi-même j'ai, ce que moi-même j'ai fait quand je suis étudiant. J'étais studieux. Les étudiants doivent être les formateurs. Je suis formateur moi-même. C'est moi qui forme. Je donnerai la formation des formateurs. Vous êtes complètement transformé, breveté. En ce moment-là, je vous autorise de donner aussi la formation aux autres. Vous avez la formation sur l'entrepreneuriat. Ce qui fait que je vous donne l'anthropologie philosophique. Ça vous transforme. Ça vous donne des idées de comprendre qui vous êtes, c'est quoi votre essence en tant qu'être humain, vous vivez pourquoi. On vit, on navigue avec lui. Je fais quoi sur Terre? L'anthropologie philosophique teintée de l'existentialisme, c'est ça la base de mes leçons d'entrepreneuriat. Ce qui fait que vous comprenez la formation sur l'entrepreneuriat. Deuxièmement, la formation sur le leadership. Ce qui fait que si vous recevez comme élément très positif, ne gardez pas ça pour soi. Transformer aussi aux autres. C'est ça le leadership partagé. C'est pourquoi j'ai dit que je cible l'élite. Et là, vous descendez aussi, vous partagez aux autres. Troisième axe, c'est la formation sur l'éthique et la responsabilité. Et ce sont des formations diplômantes. Pour les étudiants, je travaillerai, bon, certainement, des partenaires pourront se présenter pour que tout membre de l'ESBEL, si l'étudiant, il a l'abonnement dans des bibliothèques. Très bien. Abonnement dans des bibliothèques pour transformer son bibliothèque avec la modernisation. Les gens pensent que c'est trop archaïque. Bibliothèque avec la modernisation, les gens pensent que c'est trop archaïque. C'est pourquoi il y a aussi la qualité qui baisse. Moi qui vous parle, ça fait 9 ans depuis que j'ai terminé mes études universitaires. Mais comment est-ce que je fais quand j'étais étudiant? Nous sommes au temps moderne, il y a à l'ère numérique. Mais qu'est-ce que je fais? Dans mon parcours académique, je n'aime pas en parler parce que je reviens encore, je risquerais de tomber dans la fatuité. Dans 5 ans, j'ai réalisé 4 distinctions. C'était mes objectifs. Comment je faisais? Je ne faisais rien. Ma profession, et à l'époque, c'était étudiant. J'étais un professionnel des études. Je quitte la maison à 7 heures. Je vais à la bibliothèque à 8 heures, je quitte la bibliothèque à 17 heures. Et aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, ça n'existe plus là. On est là sur WhatsApp, Facebook. À mon époque, il y avait aussi WhatsApp. Mais pas trop accentué. Et les membres du cercle axiologique qui seront encore étudiants prendront des formations psychologiques pour dompter les passions. Très bien. Les intentions de M. Olivier Sambaye, en tout cas, sont bonnes. Vous comprenez qu'il est du côté de la société civile. Alors, je reviens à vous, Papa Freddy. On va suivre cet élément de la CENI. Le train de la CENI est déjà en marche. Bientôt, il y aura des élections en 2023. Le calendrier a été déjà publié. On va suivre cet élément et on se retrouve juste après. Formation du personnel qui a démarré ce jeudi 15 décembre 2022 sur l'ensemble des 10 provinces composant la première ère opérationnelle permettra d'apprendre aux participants la procédure de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, mais aussi l'utilisation des kits d'enrôlement ainsi que le panneau solaire. Ainsi donc, 50 224 participants à cette formation vont apprendre à appliquer les procédures sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, mais aussi sur la façon d'utiliser les kits d'enrôlement, les panneaux solaires et le matériel de transmission. Chers participants à la formation, vous êtes impérativement appelés à maîtriser ces aspects de la formation qui donne un sens à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui va durer 9 jours à partir du 24 décembre prochain dans l'ère opérationnelle 1. Le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima, leur a rappelé la charge qu'ils ont d'intégrer les innovations introduites dans cette opération, mais aussi le sens profond du serment qu'ils vont prêter au terme de cette session. Chacun de vous a donc l'obligation de comprendre clairement les innovations introduites dans cette opération, telles que la capture de l'iris et encore la prise en charge de l'application de pré-enregistrement des électeurs. Ces innovations vont améliorer des aspects de cette opération capitale pour la tenue effective des scrutins prévus le 20 décembre 2023. Le centre d'inscription doit fonctionner sans interruption de 7h à 17h. Vous êtes tous appelés à respecter le serment que vous allez prêter à la fin de votre formation. Ce serment va engager votre responsabilité. Il les a par ailleurs mis en garde sur tout acte malhonnête d'injustice qui sera sévèrement puni. Notons que la durée de l'opération d'actualisation du fichier électoral dans chaque ère opérationnelle est de 30 jours. Et voilà,
le train de la CENI est déjà en marche. Bientôt là, on parlera des élections. C'est 24 décembre, on va déjà commencer avec l'enrôlement des électeurs, l'identification. Comment appréciez-vous le travail de la CENI, précisément du président Denis Kadima? Bon, il fait le travail en tant que technicien, c'est un fait technicien. Il a beaucoup d'expérience, mais la CENI a souvent rencontré des contraintes d'ordre politique, parce que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, ce ne sont que des mots. Ah bon? La CENI n'est pas indépendante simplement parce que les moyens d'action proviennent du gouvernement. Comment est-ce que la CENI peut être indépendante aussi longtemps que les moyens d'action proviennent du gouvernement? Si le gouvernement ne décaisse pas les moyens, la CENI ne saura pas fonctionner. Elle est payée par le gouvernement. La CENI n'est pas totalement indépendante simplement parce qu'on connaît les mots d'accession à la tête de la CENI. Comment ça se passe, vous comprenez? Donc il faudra qu'il y ait acceptation du magistrat suprême, promulgation, etc. etc. Mais la CENI devrait jouer un rôle extrêmement important dans ces pays. Je parlais tantôt des valeurs démocratiques. La valeur, il y a des vertus de la démocratie. Quand on parle de la démocratie, il y a d'abord des piliers. Des piliers de la démocratie, nous avons au sommet, c'est l'élection. Dans un État où les élections ne sont pas organisées, ce n'est pas un État dit démocratique. Donc la démocratie n'existerait pas dans cet État-là si on n'organise jamais des élections. Donc vous comprendrez que la CENI, c'est l'expression de la démocratie. C'est en tout cas le moteur même de la démocratie dans ces pays. Pas de CENI, pas de démocratie, pas de démocratie, pas de CENI. Donc la CENI est toujours là. La CENI est là. Au service de la nation, ça il faudra le dire. Nous sommes au 4e cycle électoral. Ce n'est pas la première fois que la CENI organise des élections dans ces pays. Donc c'est quand même un travail de fond qui est fait. Alors vous luttez contre les antivaleurs, c'est ça. À chaque fois qu'il y a publication de résultats des élections en RDC, on crie à la tricherie, à la corruption. Selon vous, en tant que philosophe, en tant que coordonnateur du NASBEL, qu'est-ce qui était la base de cette corruption? Bon, la base de la corruption, qui corrompt? C'est l'homme. Pourquoi l'homme corrompt? Parce qu'il veut accéder à l'Assemblée nationale. C'est l'élection législative. Pourquoi l'homme corrompt? Parce qu'il veut accéder à la gestion de la chose publique. C'est pourquoi il y a la corruption. Mais pourquoi l'homme est en train de corrompre? Moi, je réfléchirai en philosophe. Je ne regarderai pas les faits, je chercherai les causes. Qu'est-ce qui est la base de l'intention pour l'homme à corrompre? Je reviens encore sur le mot, c'est la concupiscence. La concupiscence veut dire les désirs acharnés à tout prix d'avoir. Assoiffé du pouvoir. Ce qu'on veut, ce qu'on désire, on utilise tous les moyens qu'il faut, que ce soit licite ou illicite, légal ou non légal, moral ou immoral, on utilise ces moyens-là parce qu'on veut atteindre quelque chose. On met la morale de côté, on s'ouvre à l'immoralité. S'il faut tuer, je vais tuer parce que je suis concupiscent. C'est ça les qualificatifs. C'est ça la base. Alors, c'est le propre des animaux. Et l'homme est aussi animal. Mais animal dit raisonnable. La raison devait maintenant permettre à ce que l'homme puisse dominer ses passions, dominer ses instincts, dominer tout ce qui peut se présenter comme bestialité en l'homme. Parce qu'il y a la bestialité en l'homme. Il y a l'immoralité qui est congénitale à l'homme. L'homme n'est pas différent des animaux grégaires, mais la différence intervient à travers la raison. La raison permet de réguler les actions de l'homme de telle sorte qu'il s'ouvre à la vertu, il s'ouvre aux bonnes manières, il s'ouvre à la morale. Et ça part par l'éducation. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on fasse la refondation de l'éducation civique et morale dans ces pays. L'éducation civique et morale devait avoir la dose de la philosophie morale. Nous allons faire un plaidoyer au niveau de notre ASBEL pour qu'on insère la philosophie morale à 17 modules. On commence à partir de l'école primaire,
nous avons 6 modules. Vous avez l'école secondaire 6 modules, l'université avec les 5 années, vous avez 5 modules. Ça fait 17 modules de la philosophie morale qui transforment. Moi, si j'ai été transformé par rapport à ce que j'ai fait, partout où j'ai travaillé, je suis passé, les gens le savent exactement, que j'ai fourni un effort pour rester vertueux. Donc, l'homme doit beaucoup plus s'ouvrir à la raison pour dompter les passions, pour avoir la justesse. La justesse voudrait que vous ayez l'intention. Déjà, l'intention doit être juste. Déjà, les efforts que vous allez fournir doivent aussi être des efforts justes. Les moyens de vie doivent aussi être des moyens de vie justes. Mais nous sommes dans une société de dépravation de mœurs. Où quelqu'un détourne, après avoir détourné, il construit des maisons et il habite une maison volée. Maison construite avec de l'argent volé. Volé sur base des crimes économiques. Vous voyez comment et pourquoi nous considérons détournement et corruption comme les principales antivaleurs. Parce que ce sont des crimes. Crime contre l'humanité, moi je vais très loin parlant de corruption et détournement comme crime contre l'humanité dans ce sens que l'argent détourné a servi des millions de gens, un milliard de francs congolais, un million de dollars, vous les détournez pour vos intérêts personnels et sordides. Et où est la place de la population, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Des milliers de personnes meurent et vous-même, vous faites quoi? Vous vous enrichissez vous-même. Parlons par exemple du contrôle de l'OCC, par exemple. Si quelqu'un veut faire entrer dans ces pays des histoires illicites et corrompt l'OCC, vous voyez les crimes, et ça entre dans la population, ça tue des millions de populations. Donc c'est pourquoi il faut voir corruption et détournement dans cet angle-là comme étant des crimes contre l'humanité. Donc la base, c'est l'homme. La base, c'est l'homme. Donc l'homme doit changer. L'homme doit bénéficier d'une très bonne éducation. Il n'est pas tard. Ceux qui sont aux affaires peuvent changer. Moi, je ne peux jamais oser de dire que non, ils ne sont pas compétents. Non, madame, ils ont des compétences techniques. Ce sont des personnes en fait, ils n'ont pas de bonne volonté extrêmement pour intelligentes. servir la nation. Il faut qu'ils bénéficient des renforcements des capacités. Mais partout, on donne des formations. Pourquoi on ne donne pas des renforcements des capacités éthiques, renforcement des capacités en gestion numérique? Mais c'est à vous de proposer dans des entreprises, institutions, ministères. Pourquoi on ne donne pas allez-y à la CENI, proposez cela. Des capacités éthiques. Allez-y même dans des partis politiques. Je prends le cas de la CENI. J'ai été aussi agent de la CENI à un certain moment, quand on bénéficiait de la formation électorale. Mais c'est la formation technique dont on bénéficie. Voilà ce qu'il faut faire, assesseur numéro 1, assesseur numéro 2, secrétaire, et c'est quoi le rôle du président du BVD, bureau des votes, c'est quoi le rôle de l'assesseur, voilà, on définit. Mais est-ce qu'on donne les formations sur l'éthique? Je ne sais pas. Non, ne soyez pas corrompus. Ils le savent. Renforcement des capacités. Ne versez pas la corruption. Ça, ce sont des mots. Qu'est-ce qu'il faut dire pour que la personne soit touchée et qu'il sente la vibration dans son cœur pour dire non, non, non. L'amour de la nation. En tout cas, je ne dois pas verser dans la corruption. Quand moi, je parle de la pastorale républicaine, comment un voleur entre à l'église et arrête de voler? Quel est le discours que les pasteurs, c'est quoi le ton que les pasteurs utilisent pour que le voleur sente la vibration dans son cœur et qu'il décide d'abandonner? C'est ce que moi je vais faire la pastorale républicaine. Prêcher dans ce sens-là, prêcher la morale, prêcher l'éthique pour qu'il y ait changement tout azimut au sein de la société. Alors, bon courage à vous, parce que je l'ai dit tantôt, là, vous avez vraiment du pain sur la planche, parce qu'il faut toucher toutes les couches de la société, aller dans les institutions, aller plus loin. Nous combattons les antivaleurs sous toutes ces formes. Et pourquoi? Parce que je suis philosophe. Voilà. Alors, allez-y avec des propositions. La philosophie, c'est la totalité du réel. Actuellement, le train est déjà en marche avec la CENI. Je ne parle pas pour parler. Au mois d'avril de cette année, j'ai écrit, moi, en tant que citoyen de ces pays, en tant que personne privée qui peut réfléchir. J'ai écrit au président Bosso, j'ai copié le président de la CENI, Denis Kadima, mes propositions sur l'organisation des élections. Madame, si vraiment on aime ces pays, pourquoi on doit organiser l'enrôlement des électeurs? Juste pour identifier. Très bien. L'année passée, vous savez combien a coûté seulement l'enrôlement? Beaucoup d'argent. Combien? Pas de précision, mais beaucoup. Demi-milliard. Des milliards. Mais il faut toujours les faire parce que je précise, les années... il ne faut pas toujours le faire. C'est important. Après 5 ans, il y a de ceux qui sont morts, il y a des mineurs qui sont devenus des majeurs. Je vous explique comment ça doit se passer. Comment allez-y alors? On navigue à vue dans ces pays. Il nous faut une logique prospective. C'est pourquoi mon plaidoyer autre, c'est
l'alliance entre les pouvoirs et la science. Il va falloir dans ces pays qu'on utilise la méthode scientifique pour bien avancer. Parce que quand on parle de la science, vous avez un objet. Objet, ceux qui suivent, qui sont scientifiquement avérés, comprendront ce que je dis. Vous avez un objet. Dans chaque domaine scientifique, il y en a. Vous avez l'objet, vous avez des objectifs, vous avez des méthodes et techniques qui vous permettent d'atteindre les objectifs. À la place, qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous comprenez? Oui. Alors, dans ces pays, on devait avoir l'objet, les objectifs clairement définis, avec des méthodes qui nous permettent d'atteindre les objectifs. À la place, par rapport à la CENI, comment on devait faire? Si vous n'avez pas l'information, pour 2018, l'organisation seulement d'enrôlement nous a coûté, des milliards. L'enrôlement seulement, 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Seulement pour enrôler les électeurs. 500 millions. Et ça a pris beaucoup de temps. Et on donne la carte a une validité de 5 ans. Et cette année, on va encore dépenser peut-être encore 500 millions ou plus. Donc, pour une période de 5 ans, on dépense 1 milliard. Mais à la place, qu'est-ce qu'il fallait faire alors? On dépense 1 milliard de dollars. À la place, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai la lettre que j'ai écrite c'était quoi la lettre? au mois d'avril, avant même qu'on modifie la loi électorale. Qu'est-ce que j'ai proposé? J'ai proposé pour les élections, il va falloir qu'on supprime. On doit supprimer. Malheureusement, les trains déjà marchent, mais si on veut recourir à la logique prospective, on prendra ces propositions, on va les stocker pour les mettre en application juste après ces élections. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, on donne des moyens à l'ONIP, Office national de l'identification de la population. Madame, nous avons combien de femmes, combien d'hommes dans ces pays? Personne ne peut me donner avec exactitude. Personne, non, personne en tout cas. Alors, l'ONIP identifie d'abord. On redonne les pouvoirs à la territoriale. Le chef de rue doit identifier les habitants de sa rue et fait la compilation, transmet au quartier. Le quartier fait la compilation, transmet à la commune, chez le bourgmestre, sortait de ville. On a la cartographie, on se connaît qui est qui. Combien d'hommes, combien de femmes, combien de Congolais, combien de non-Congolais. L'identification de la population, la première des choses. La deuxième des choses, qu'est-ce qu'il fallait faire? On donne maintenant la responsabilité au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur devrait travailler en collaboration avec le ministère du Numérique. Pendant qu'on doit numériser ces pays, comment l'administration publique jusqu'à aujourd'hui, en plein 21e siècle, travaille en archaïque? Vous entrez au bureau de nos maisons communales, vous ne trouvez pas d'ordinateur. Non, il n'y a pas. S'il y en a peut-être deux, il y a même des documents perdus et tout ça, Opérateurs de saisie. Il faut numériser. La numérisation voudrait maintenant faire quoi? Une fois qu'on a les données démographiques, on n'a pas organisé l'enrôlement. On met en place les systèmes de délivrance des cartes d'identité. On remet cela où? Dans nos municipalités. Dans nos communes, il faut qu'il y ait un service de la population. On ajoute un service d'identification et des mise à disposition de cartes d'identité. Parce que ce serait numérisé, nous devons avoir un serveur. Un serveur qui stocke toutes les informations. Toutes les communes ont un registre d'identification des décès. Mais l'identification devait aussi être numérisée, liée avec la délivrance des cartes d'identité reliées au serveur. Si la personne est décédée, on sait filtrer à partir du serveur qui sont décédés, qui sont en vie parmi les majeurs qui sont éligibles. Les mineurs, et la carte d'identité, on délivre ça seulement aux majeurs. Et il y aura une régularité cyclique. Comme vous avez 18 ans, quelle année? J'ai 18 ans au mois de janvier. Allez directement à la commune. Vous prenez directement votre carte, on actualise au jour les données qui entrent au serveur. Cela se fait comment? On va faire juste la transposition de ce qui se fait au ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Comment se passe le système avec les passeports? Les passeports, oui. Mais il y a un serveur au ministère des Affaires étrangères. Et les passeports, c'est un document mondialement reconnu. Partout où vous allez, il y a ces passeports-là. Et les passeports est aussi délivré aux enfants. Bon, la CENI, avec le gouvernement, ce n'est pas la CENI, c'est l'Assemblée nationale qui a promulgué, qui a décidé de la loi électorale. La CENI ne fait qu'appliquer. La CENI n'a pas proposé, elle n'a pas de problème. Mais l'Assemblée nationale propose quoi? L'enrôlement des Congolais de la diaspora. Mais c'est une vaste blague. Comment on peut organiser l'enrôlement pour les Congolais de la diaspora? Tout Congolais de la diaspora a un passeport. Et il y a un serveur ici, au ministère des Affaires étrangères. Filtré, ils ont quel âge? Et puis c'est fini. Ils doivent voter sur base de leur passeport. Et moi, j'ai proposé ça dans ma correspondance. Mais malheureusement, votre voix n'était pas entendue, c'est ça. Raison pour laquelle il faut associer l'ASBEL à la politique. Parce que la politique vous aidera à gouverner et peut-être, pourquoi pas, devenir un jour député national pour porter une motion. Non, il n'est pas question que je devienne député national. Je n'en ai pas envie et je ne veux même pas devenir député national. Qu'est-ce que je veux faire? Vous donnez des bonnes initiatives. J'ai donné, j'ai écrit au président Mbosso.
J'ai la lettre, j'ai l'accusé de réception à la présidence. Il y a une copie qui était réservée à la CENI, une copie qui était réservée à la présidence, une copie qui était réservée au ministère de l'Intérieur, parce qu'il s'agit aussi du ministère de l'Intérieur, ministère du numérique et puis primature. Bon, n'empêche, je ne sais pas s'ils ont tenu compte de ça ou non. Peut-être ils en ont tenu compte. C'est pourquoi le chef de l'État, dans son discours, a dit, et la CENI le sait, avec l'application de l'électoral, qu'on va parler des Congolais de la diaspora, 5 pays pilotes, États-Unis, Canada, Belgique, France, et puis Afrique du Sud. Des pays pilotes, on va organiser l'élection. Mais pourquoi enrôler? Vous voyez que non, c'est l'argent seulement qu'on va dépenser. En tout cas, pour et pourtant, ils ont déjà un élément. C'est vraiment une bonne Et qu'est-ce que j'avais dit? Dès lors qu'il y a une régularité cyclique dans la délivrance des cartes d'identité, et ces cartes-là devront avoir la validité de 10 ans. Madame, ça ne va même pas nous coûter 500 millions, ça, mais vous économisez pour 10 ans. Vous avez déjà des données. À Kinshasa, on a combien de maisons communales? Il y aura combien de machines? Peut-être 2 fois 26, ça fait combien? 52 machines. Ça coûte combien? Des ordinateurs. On fait un système. À quoi sert l'IGIPA? À quoi sert la faculté de l'informatique à l'université de Kinshasa? Sont-ils vraiment incapables, ces scientifiques-là, de produire un serveur, un système de stockage de données? Mais comment est-ce qu'on peut évoluer comme ça? Le ministère du numérique devait travailler en collaboration avec le ministère de l'Intérieur pour qu'on délivre les cartes d'identité. Et les élections devaient se faire sur base des cartes d'identité. Et les électeurs, qu'est-ce qu'on fait? On entre dans les serveurs, on filtre. Directement. Combien sont décédés? Combien sont en vie? Parce que toutes les maisons communales délivrent les certificats de décès. Est-ce que ce serait compliqué ça? Vous insistez tellement, ça vous fait très mal au cœur. Ça me fait très mal au cœur. J'espère qu'en 2028, on va appliquer ce Il que faut vous qu'on dites là, applique en 2028 d'ailleurs, oui 2028, mais déjà à partir de 2024, au mois de janvier, les élections seront déjà publiées. N'arrêtez pas de sensibiliser et d'écrire encore. L'ONIP ne peut avoir que 8 mois pour nous produire toutes les données. C'est un travail très simple. Chef de RI peut disposer seulement d'une semaine. Ah, monsieur Olivier pour avoir Sambaye. toutes les données. Voilà. Oh là là, vraiment. Heureusement que vous êtes encore là en vie. 500 millions pour l'enrôlement. Oui. Vous savez, 500 millions, ça peut contribuer à combien de projets dans ce pays? Alors, vous allez donner votre conclusion, monsieur Sambaye. On arrive presque à la fin de notre émission. Vous allez revenir encore, juste pour sensibiliser, puisque c'est votre mission. Malheureusement, le temps me fait défaut parce que la télé, c'est aussi le temps. Il y a beaucoup à dire concernant l'organisation des élections et la CENI aussi. Le temps fait défaut, mais il faudrait simplement que les agents de la CENI, de ces cycles électoraux, parviennent à faire la différence. On a beaucoup plus crié l'année passée qu'il s'agissait des nominations de députés. On ne doit pas entrer en profondeur, j'en connais un peu plus, on ne doit pas entrer en profondeur, mais il va falloir que la CENI cette fois-ci fasse la différence, qu'on sente réellement qu'il y a des vertus au sein de tous les personnels de la CENI en organisant des élections crédibles et transparentes. Apaiser là, c'est la partie du gouvernement. Apaiser, c'est le gouvernement qui va assurer la sécurité. Mais la CENI elle-même, c'est transparente et crédible. Crédible et transparente veut dire que seulement la personne qui sera élue, c'est la personne qui sera publiée. Parce que la corruption a comme conséquence quoi? Vous avez des députés qui n'ont pas été votés massivement, mais qui sont élus. Quand ils vont à l'Assemblée nationale, parce qu'ils auront corrompu, ils vont travailler pour eux-mêmes. Ils ne vont pas travailler pour la population parce qu'ils sauront exactement que ce n'est pas le voix de sa base. Peut-être qu'il avait seulement 500 personnes, 1000 personnes, parce qu'il a beaucoup d'argent, il corrompt. En ce moment-là, il travaillera pour lui-même. Conséquence, on ne sera pas avancé, on n'aura pas de loi républicaine pour développer ce pays. Que la CENI nous donne des élections crédibles et transparentes, et ça va être basé sur l'intégrité des agents de la CENI. Ils sont techniquement compétents, ils sont intègres, mais au-delà des formations qu'on donne aussi la formation des membres du bureau de vote, parce que ça va suivre très bientôt, des membres du bureau de vote. C'est la formation qu'on ajoute des capacités en éthique et responsabilité pour que nous n'ayons pas des bourrages des urnes. Je sais de quoi je parle. Merci beaucoup, M. Olivier Sambaye. L'homme, comment je vais vous appeler là? L'homme vertueux de la République démocratique du Congo. Bon, ça c'est vous. Le number one. Ça c'est vous parce que la Fondation Charles Mbouta Moutou m'a qualifié d'inspirateur de la jeunesse. Il y a un diplôme de mérite qui m'a été décerné des mains des conseillers du président de la République au mois de juillet à la salle de spectacle de l'Assemblée nationale. Mérite scientifique parce que mes formations en entrepreneuriat ont transformé la vie de beaucoup de jeunes.
et les jeunes avec la fondation du ministre de l'Éducation provinciale. Un diplôme de mérite scientifique m'a été décerné où j'ai été qualifié d'inspirateur de la jeunesse. Bon, ce sont des mots. Et surtout, c'est l'avenir de la nation. Si vous me qualifiez vertueux de la République, je vous les concède. Et derrière vous, il y a 99 autres. C'est ça. Je ne parle pas de moi. Moi, dans ma liste, il y a 100 noms. 100 noms, je ne citerai pas leurs noms, mais je connais des personnes. Vous allez revenir pour citer les noms. Non, jamais je ne citerai pour des servir noms. d'exemple aux autres. Je ne citerai pas de noms pour le moment, mais moi, je les connais. Vous avez des magistrats, hauts magistrats de ces pays qui sont incapables d'accepter même 4 parcelles à ma campagne pour donner une très mauvaise sentence. Moi, je connais ces magistrats-là. Il va falloir que dans l'appareil judiciaire, tous les magistrats puisse emboîter le pas pour qu'on n'ait pas l'impunité comme valeur, mais que nous puissions pourfendre l'impunité comme anti-valeur. Parce que c'est ce qui aussi fragilise les actions du gouvernement dans la lutte contre la corruption. Parce que l'IGF n'arrête pas, APLC n'arrête pas, CNRF n'arrête pas, EST en justice. Et c'est à la justice de s'en saisir. Mais on sait ce qu'on voit avec. Merci beaucoup, M. Olivier Sambaye. Madame, Messieurs, vous comprenez que M. Olivier Sambaye a de la matière. C'est un philosophe et sa philosophie produit quand même des effets escomptés. Bien que la voix ou la proposition de M. Olivier Sambaye, pour ne pas dire n'est pas entendu, mais je pense que ce sont de bonnes initiatives qu'il a proposées au gouvernement, au président de l'Assemblée nationale. Ce sont des histoires à prendre vraiment à bras-le-corps pour le prochain cycle électoral. Merci encore, M. Olivier Sambaye, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, je rappelle que M. Olivier Sambaye est coordonnateur du Cercle axiologique. Vous êtes jeune, vous êtes élite, voilà une occasion de vous transformer. J'ai dit merci à l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci à toi, Eric Ndongala. Merci à Esther Mayaya. Merci à Papa Freddy Le Doyen. À très bientôt. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro.